Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du mardi 26 mai. On va commencer dans cette séquence par corriger l'activité que vous aviez à faire sur la lecture optique d'un CD et capacité de stockage. On va voir comment toutes ces données qu'on a numérisées, c'est-à-dire transformées de grandeur analogique en grandeur numérique, comment on va pouvoir les stocker sur des supports optiques que sont les CD ou les disques durs. Alors, donc on vous explique que le CD, ça date des années 80, donc mis au point par Sony au départ. Rondelles de plastique sur lesquelles sont gravés par pressage des creux disposés en spirale, donc il faut imaginer un peu une forme de coquille d'escargot comme ça, qui part du centre et qui tourne tout autour depuis le centre vers l'extérieur, tout autour du CD. Et donc ça nous fait des longueurs de succession de creux et de plats qui sont assez importantes. Et donc le codage numérique va se faire donc ensuite de 0 et de 1 et qui va être lié en fait au passage sur les creux et les plats. On va voir comment. Donc en fait c'est pas un creux qui correspond à un 0 ou un plat qui correspond à un 1. C'est donc ce qu'on vous expliquait dans le document, c'est le passage d'un plat à un creux ou d'un creux à un plat qui va être codé par un 1. Et alors que donc, quand on n'a pas de variation comme ça de changement de passage de plat creux ou creux plat, là c'est un 0. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici c'est basé donc sur les propriétés optiques. Donc là, on a de la lumière qui est émise par un laser. Quand cette lumière se réfléchit sur un plat, donc la lumière incidente arrive sur le plat, se réfléchit sur le plat, eh bien elle interfère avec elle-même, donc on va avoir une différence de marche nulle. C'est-à-dire que la différence de chemin suivi entre les deux faisceaux lumineux sera nulle, alors que ici, quand de la lumière réfléchit sur le plat et interfère avec la lumière réfléchie sur le creux, eh bien là, on a une différence de marche entre les deux. Et il se trouve que la profondeur du creux n'a pas été faite par hasard et correspond à lambda sur 4, un quart de longueur d'onde. Or, la lumière qui se réfléchit sur le creux parcourt en distance supplémentaire lambda sur 4, c'est-à-dire cette distance-là, plus lambda sur 4, c'est-à-dire qu'elle remonte, elle fait l'aller-retour. Comme le creux a une profondeur de lambda sur 4 et qu'elle descend puis remonte, donc elle fait 2 fois lambda sur 4, donc la différence de chemin suivi, la différence de marche, c'est 2 fois lambda sur 4, c'est donc lambda sur 2. Et donc on sait que quand on a une différence de marche qui est égale à k plus 1,5 de lambda ou k, enfin, vous voyez, eh bien on a des interférences dites destructives puisque les ondes interfèrent en opposition de phase, comme on le voit ici. Et donc quand on a ces variations de luminosité, c'est ce qu'on vous explique ici, eh bien ça va être codé par un 1, alors que quand on a une luminosité stable, eh bien ce sera codé par un 0. Donc quand ça reste sur un creux ou quand ça reste sur un plat, eh bien c'est codé par un 0, alors que quand ça passe d'un plat à un creux ou d'un creux à un plat, c'est codé par un 1. Donc on passe aux questions maintenant. Vous deviez relever les caractéristiques du CD cité dans le texte. Donc on vous dit que c'est une rondelle de plastique recouverte d'une fiche couche métallique réfléchissante. Donc le diamètre c'est 12 cm, comme les DVD et comme les Blu-ray, et 1,2 mm d'épaisseur. Elle peut contenir 74 minutes de données audio ou 700 mégaoctets de données numériques par face. Alors, sous quelle forme est codée l'information sur un CD? Eh bien, elle est codée sous forme numérique, une succession de 0 et de 1. On est en binaire. Quels phénomènes optiques sont exploités dans la lecture optique du CD? Eh bien, on exploite la réflexion de la lumière et les interférences lumineuses. Indiquer quel type d'interférence est exploité dans la lecture optique, entre quels faisceaux se produit-il. On a des interférences constructives lorsque deux ondes monochromatiques de même longueur d'onde et en phase se superposent, et destructives quand on a des ondes en opposition de phase qui se superposent. Là, en fait, c'est les interférences entre le faisceau lumineux réfléchi par un plat et celui réfléchi par un creux qui va donner donc des interférences destructives, puisque la différence de chemin suivi sera égale à lambda sur 2, puisque la profondeur c'est lambda sur 4 et que la différence de marche c'est 2 fois ce lambda sur 4. Et
donc là, on va, comme on a 2 fois lambda sur 4, ce qu'on nous dit ici, puisque la profondeur fait lambda sur 4, la différence de marche vaut lambda sur 2, et on est bien dans le cadre des interférences destructives. Donc des interférences destructives entre la lumière réfléchie par le creux et celle réfléchie par le plat, ou inversement. Pourquoi on parle de disque optique? Bien parce que la lecture du disque exploite les phénomènes optiques, et là il fallait compléter le codage de cette partie de CD. Donc là on est sur du plat, donc pas de variation de luminosité, c'est du 0. On passe d'un plat à un creux, donc on va avoir un 1 puisqu'on a une variation. Là on reste sur un creux, donc 0, 0. On passe d'un creux à un plat, on va avoir un 1 ici. On ne change pas ici, donc pas de variation de luminosité, donc 0, 0, 0. On passe d'un plat à un creux, donc 1. Variation de luminosité, enfin pas de variation de luminosité, donc 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et puis là le dernier on ne sait pas, parce qu'il faudrait savoir si après on a encore un creux ou un plat. Si on a encore un creux, ce serait 0. Si on passe à un plat, ce serait 1. Alors la capacité de stockage d'un disque Blu-ray est 5 fois plus importante que celle d'un DVD, pourtant ils ont le même format que le CD d'ailleurs. La différence, on la voit ici, elle est double. Le fait que les pistes sont beaucoup plus resserrées. Je vous ai dit que c'était une piste en colimaçon, comme ça, enfin en forme de coquille d'escargot, ça part du centre et puis ça va jusqu'à l'extérieur. Et là, on voit que les pistes sont beaucoup plus resserrées sur un Blu-ray que sur un DVD, et que les plats et les creux sont beaucoup plus proches les uns des autres. Donc ça permet de stocker beaucoup plus d'informations. Mais deuxième chose, la taille du faisceau lumineux ici pour le DVD est plus large que pour celle du Blu-ray. D'ailleurs, si on prenait un DVD pour lire un Blu-ray, eh bien, on n'arriverait pas à le lire parce que le faisceau se superposerait à plusieurs plats et creux, quoi. Donc ce serait pas exploitable. Donc c'est en fait en réduisant la taille du faisceau lumineux qu'on a pu rapprocher les pistes et qu'on a pu stocker plus d'informations. C'est ce qu'on vous explique ici. Et c'est lié à la diffraction. La diffraction est donc l'écart angulaire en particulier ici, θ est égal à lambda sur A, il est donc proportionnel à la longueur d'onde. Si on diminue la longueur d'onde, on aura un plus petit écart angulaire, et donc on aura une focalisation de notre faisceau lumineux qui sera plus fine, en une tache plus fine. Ici, quand on utilise un DVD, eh bien, la longueur d'onde, elle est, on le voit dans le rouge ici, donc on est plutôt autour de 700 nanomètres, alors que pour le Blu-ray, eh bien, le bleu, on est plutôt autour de 400 nanomètres. Donc on voit que lambda diminue quand on est passé du DVD au Blu-ray, et donc du coup l'écart angulaire θ égale lambda sur A diminue aussi, et donc on arrive à avoir des faisceaux plus fins, et donc à rapprocher les pistes et à mettre du coup plus d'informations. Alors c'est ce qu'on vous expliquait dans les documents. Donc quel problème rencontre-t-on lorsqu'on cherche à concentrer le faisceau avec une lentille? Eh bien, le faisceau laser ne se concentre pas en un point, mais en une tache, du fait de la nature de la lumière. C'est ce qu'on vous expliquait dans cette partie-là. À quel phénomène de nature ondulatoire font penser la figure 2C et la formule du diamètre de la tache? Bon, bah là, cette formule qu'on voit ici, D égale 1,22 lambda sur N, et puis cette figure nous font penser à au phénomène de diffraction. Expliquer pourquoi pour une même lentille, la tâche obtenue avec un laser bleu est plus petite que celle obtenue par un laser rouge. Donc qui dit même lentille, dit même n ici, hein, parce que ça c'est propre à la lentille. Donc comme on garde la même lentille, on va changer que lambda. Et donc on va diminuer lambda quand on va passer au Blu-ray. Et comme on diminue lambda, on diminue d, d étant le diamètre de la tâche de diffraction. Et donc en diminuant le diamètre de la tâche de diffraction, on va obtenir un faisceau plus fin. Quel phénomène limite la capacité de stockage des disques optiques? De quel paramètre dépend-il? C'est le phénomène de diffraction qui limite la capacité de stockage des disques optiques, et il dépend de la longueur d'onde, du laser et des caractéristiques de la lentille convergente utilisée pour concentrer le faisceau laser. Et le lien entre ce phénomène, la taille des creux gravés au laser, et l'espacement des pistes pour la lecture optique, bon, on en a parlé.
Le fait que le faisceau laser ne se concentre pas en un point mais en une tâche implique que les creux gravés par le laser ont une taille minimale et que les pistes doivent être assez éloignées les unes des autres pour que le spot laser ne lise pas deux pistes en même temps. Et donc c'est pour ça que le faisceau laser utilisé pour la lecture d'un CD, il a une longueur d'onde supérieure à celle utilisée pour un DVD et encore supérieure à celle utilisée pour un Blu-ray. C'est ce qu'on vous expliquait dans cette activité et c'est ce qu'on va revoir dans ce chapitre maintenant, chapitre donc, qui va être à noter. Donc sur un CD, un DVD ou un Blu-ray, l'information numérique est stockée par une succession de creux et de plats disposés sur une piste qui est lue à partir du centre du disque. Hein, donc depuis le centre, comme ça, jusqu'à l'extérieur. C'est ce qu'on voit ici. Donc la tête de lecture du DVD est formée par une diode laser, un miroir et un capteur. C'est ce qu'on voit là. Donc lorsque le faisceau laser frappe un plat, la photodiode détecte un maximum d'intensité lumineuse et donc lui associe une tension électrique élevée, donc un bit 0. Lorsqu'un creux se présente dans le faisceau, une partie de la lumière est réfléchie par le creux, l'autre par le plat. Les deux ondes réfléchies interfèrent entre elles et la profondeur du creux est égale au quart de la longueur d'onde. Donc lambda sur 4. Donc l'onde réfléchie sur le creux fait un aller-retour, donc parcourt une longueur lambda sur 2 de plus que l'onde réfléchie par un plat. La différence de marche delta entre les deux faisceaux elle vaut lambda sur 2 et donc on a une interférence destructive. Et donc le codage binaire est donné comme suit. Hein. On a lors du passage d'un plat à un creux ou d'un creux à un plat, c'est-à-dire lorsque la tension fournie par le capteur varie, ça va être codé par un 1 et ce sera codé par un 0 lorsque la tension est stable. Donc c'est-à-dire que si on reste sur un plat ou si on reste sur un creux. Alors, dernière chose du chapitre à retenir, c'est que pour augmenter la capacité du support optique, les dimensions des creux ont été diminuées, mais ils ne peuvent pas l'être indéfiniment parce que, quelle que soit la vergence de la lentille focalisant le faisceau laser, la diffraction engendrée par les bords de la lentille impose une limite inférieure au faisceau qui rencontre le disque. Le diamètre du spot laser sur le disque, donc les dimensions des creux dépendent de la longueur d'onde du laser. Plus on diminue cette longueur d'onde du laser, plus on aura un faisceau qui va être focalisé. Et donc là, on essaie de développer des faisceaux laser de longueur d'onde les plus petites possibles. Probablement que si on continue à utiliser des disques de ce format-là, le prochain laser sera dans l'ultraviolet. Alors la toute dernière partie, elle faisait pas partie du programme et puis c'est un peu désuet maintenant, mais il a existé des CDR ou des DVD RW qui permettaient d'écrire et de réécrire en fait sur les CD ou DVD. C'est plus vraiment d'usage maintenant, mais donc le principe n'était pas tout à fait le même. On créait pas des creux et des plats. Ce qu'on créait, c'était des zones de tâches opaques. Avec le laser, en fait, le graveur fonctionnait avec un laser de 3 puissances différentes. Donc on arrivait à opacifier comme ça, grâce à un laser, une partie du CD. Et quand donc ça c'était pour l'écriture. Et quand donc la lecture, au lieu d'une alternance plat-creux, en fait c'était des taches brûlées qui correspondaient à une alternance plat-creux ou creux-plat. Et avec une puissance encore au-dessus, on arrivait à faire en sorte de retrouver, de faire disparaître la tâche et de retrouver quelque chose de transparent. Voilà. Alors, avant de se quitter, deux petites illustrations de ce qu'on a vu ici. Donc, sur un CD, on le voit, on a une piste avec des creux et des plats. Donc, une couche réfléchissante et une couche protectrice. Donc là, voilà, une spirale enroulée du centre vers l'extérieur et une succession de creux et de bosses. Donc le faisceau laser se déplace du centre vers l'extérieur. On joue sur la vitesse de rotation du CD pour que la vitesse de passage des creux et des plats reste toujours la même. Et donc le CD tourne devant le laser à des vitesses différentes.
Donc il faut adapter la vitesse de rotation du disque de manière à ce que la vitesse de défilement des plats et des creux soit la même au centre et à l'extérieur. Et donc quand on rentre un peu dans le détail, donc on a le laser qui est focalisé comme ça sur le CD, et puis la lumière se réfléchit et est décalée comme ça vers un détecteur qui se trouve comme ça sur le côté. Et donc quand on reste sur un plat ou quand on reste sur un creux, eh bien on n'a pas de variation de luminosité, ce sera codé par un 0. Alors qu'à l'inverse, quand on passe d'un plat à un creux ou d'un creux à un plat, là on a variation de luminosité et donc ce sera codé par un 1. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc vous voyez, quand on reste sur un plat ou sur un creux, eh bien on a un 0, alors que quand on passe d'un plat à un creux ou d'un creux à un plat, eh bien on a un 1. Alors ici un peu la même chose. Donc, je vous laisse lire. Donc là vous voyez une image prise au microscope du CD. Donc la rotation, on en a parlé. Ici, elle va se faire à une vitesse différente de manière à ce que, pour adapter, on adaptera la vitesse de rotation du disque pour que les passages des creux et des plats se fassent toujours à la même vitesse. Donc la photodiode, c'est le détecteur qui permet de détecter les variations de luminosité. Pas de variation, c'est un 0. Variation, c'est un 1. Donc là, ici, c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, quand on a des variations de luminosité, on code ça par un 1, donc le passage d'un creux à un plat ou d'un plat à un creux. Quand on n'a pas de variation de luminosité, on code ça par un 0. Ici, pas de variation 0, variation 1. Et le CD, DVD, Blu-ray, vous voyez deux changements. La taille de la tâche de diffraction, qui est plus grande pour un CD que pour un Blu-ray. Et la conséquence de ça, c'est qu'on peut rapprocher les pistes. Donc les pistes sont beaucoup plus rapprochées pour un Blu-ray que pour un CD ou un DVD. Et elles sont donc plus rapprochées dans le sens de la longueur, mais aussi de la largeur, mais aussi de la longueur. Et donc les capacités de stockage sont pas du tout les mêmes. 23 gigaoctets à 750 mégaoctets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis ici, non, j'avais quand même... Non, oui, si, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez des exercices à faire pour jeudi. On va les corriger jeudi sur cette partie-là.